la double version, juste pour un tout petit passage, parce qu'il me semble que c'est le cœur du sujet. Et nous avons la version polonaise et la version polonaise. Mais comme je n'ai pas préparé la page, il faut que je le retrouve, mais le voici. Je ne vous révèle pas ce que c'est, je le ferai dans un instant. Juste ça, veuillez m'excuser. Et encore ceci, voilà. Mais ça, c'est pour vous montrer une curiosité. Je pense que ce sera plus éventuellement ceci. Oui, parce qu'effectivement, le sujet est vaste et extrêmement riche. La question polonaise au XIXe siècle, il va de soi qu'on ne pourra pas tout aborder. Alors, je réagirai peut-être par rapport à... Ah, le masque. Gageons que ce soit là un symbole de l'émancipation de la Pologne, ce masque qui tombe. Ceux qui connaissent les poèmes d'Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod par exemple, le héros masqué, sauront à quoi je fais allusion. Peut-être que je pourrais réagir aux propos qui viennent d'être dits concernant l'intégration de la communauté juive à la nationalité polonaise. Gardons-nous de projeter sur la Pologne ce qui ne manque jamais d'arriver. Les représentations françaises concernant la question juive, les Polonais avaient une autre attitude qui connaîtra son illustration notamment lorsque l'État polonais retrouvera son indépendance à partir de 1918, à savoir le respect de l'identité culturelle juive. On accorde dans la tradition ancestrale polonaise la possibilité aux Juifs de s'autogérer, de gérer des domaines tels que la justice et l'éducation. Il y a des écoles juives en Pologne dans les années 20, dans les années 30, et la culture yiddish connaît un essor considérable. Donc je rappelle simplement ceci pour... Voilà. Ce n'est pas mon sujet, encore que. Alors, il faudrait que j'ai une montre parce que je crains de déborder et donc je vous propose en réalité de résumer tout ce que j'ai préparé. Donc je vais de tête vous dire les choses que j'ai préparées et ensuite, éventuellement, s'il reste un peu de temps, on pourra entrer dans certains détails. Alors, concernant le rapport de la France à la Pologne et les relations entre non seulement nos deux pays, mais également nos deux sociétés, car il faut distinguer les deux. Et là, dans la continuité de ce que vient de dire mon prédécesseur, je commencerai peut-être par cette citation que nous devons donc ces propos que nous devons à Jules Cambon, ambassadeur à Berlin, en 1907. Le romancier Henryk Sienkiewicz avait solennellement protesté contre les persécutions de la population polonaise en Prusse, mais j'en profite aussi pour dire que la germanisation du tronçon allemand n'a pas non plus abouti. C'est très schématique de présenter les choses ainsi. Alors justement, dans ce contexte, Sienkiewicz proteste, parce que les enfants polonais sont victimes de persécutions. Et voilà ce qu'écrit alors Cambon à Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères. Quelque sévère que puisse être le jugement que chacun de nous porte sur la politique allemande en Pologne, il serait singulièrement hors de propos que les Français interviennent dans des questions de cet ordre en Allemagne. Nos compatriotes annexés se trouvent dans une situation trop analogue à celle des Polonais pour que nous puissions, sans de graves inconvénients, retenez l'expression, dépenser notre sentimentalité en faveur de ces derniers. Alors, c'est dans cet même ordre d'idée qu'à la veille de la guerre, le 8 mai 1914, Maurice Paléologue, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, écrit dans son mémoire, destiné à Gaston Doumer, ministre des Affaires étrangères, la Pologne, en effet, ne cherche plus à s'affranchir du joug russe. Elle mesure, d'autre part, les immenses avantages que son incorporation à l'État russe lui procure dans l'ordre économique. Et donc, je ne sais pas si M. Frédéric Fogacci est là, qui m'a invité.
Donc je le remercie pour son invitation. Il me disait d'intervenir sur le sujet des réseaux polonais en France, donc la grande émigration, ainsi qu'elle est appelée, et la relation particulière entre nos deux cultures, ainsi que l'émergence, disait-il dans son courriel, d'une question polonaise en France au XIXe siècle. À vrai dire, donc après avoir travaillé sur la question, réfléchi, j'en suis venu à penser que ce terme d'émergence, il faudrait l'inverser. C'est-à-dire qu'en fait, nous assistons à une lente éclipse de la question polonaise en France au XIXe siècle. Et il faut ici, donc commençons peut-être par cela, pour mettre des repères, des jalons, établir une chronologie, une périodisation. Donc 1830, l'année a été rappelée, celle du soulèvement polonais, donc l'insurrection de novembre 1830, ouvre une période qui va donc jusque la guerre franco-russe, Sedan et la Commune. Et à partir de là, avec l'engagement de la France dans une politique non plus seulement de rapprochement, mais d'alliance avec la Russie, la question polonaise disparaît de l'ordre du jour. Et c'est l'occasion de rappeler, justement, pour peut-être fixer ces lignes directrices qui étaient évoquées tout à l'heure, cette distinction fondamentale que nous devons faire entre, d'un côté, donc, la politique française, des différents États qui voient le jour durant la période, et la population, la sensibilité de l'opinion publique. L'opinion publique, pour dire les choses, bon, je simplifie, mais dans sa majorité peut-être, est favorable à la cause polonaise qui coïncide avec la cause sacrée de la liberté, de la lutte pour non seulement le recouvrement de l'indépendance, mais pour le triomphe des valeurs républicaines, démocratiques, et les valeurs de liberté en Europe. Je rappelle à l'occasion, il faut aussi recontextualiser que la Pologne n'est pas la seule question nationale agitée durant la période, bien évidemment. Il faut évoquer les États qui se trouvent sous le joug de l'Empire ottoman, la Grèce, donc la lutte des Grecs, mais aussi les Bulgares, les Roumains, ailleurs les Irlandais, bien évidemment, qui représentent une force considérable, les Italiens, avec la figure de Garibaldi, Mazzini, bien évidemment. Et à cet égard, donc, je rappelle cette anecdote rapportée par l'un des plus grands historiens polonais de la période, Jerzy Borejsza. Donc Jerzy Borejsza, dans ce livre, qui malheureusement n'existe pas en français, mais dont vous pourrez lire, disons, des extraits, en particulier un article que je vous recommande, de Sedan à Versailles, esquisse des relations franco-polonaises. Donc Piękny wiek XIX, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par ce beau siècle, ce beau 19e siècle, raconte que dans le jardin de Saxe, dans la seconde moitié du XXe siècle, à Varsovie, les enfants jouaient à la guerre. Donc il y avait d'un côté les Polonais, les Français un peu en retrait, et les Prussiens et les Russes en face. Et celui qui mettait fin au conflit, c'était Garibaldi, qui venait imposer le retour de la liberté. Donc les Italiens, bien évidemment, et la question polonaise s'inscrit dans ce contexte. Alors pour ce qui est des Polonais, effectivement, leur particularité, c'est peut-être la pérennité de cette question, et le fait aussi qu'ils ont affaire à trois puissances partageantes, spoliatrices. Donc ils ont trois adversaires en face d'eux, contrairement par exemple aux Italiens qui doivent lutter essentiellement contre l'Autriche. Donc on peut ici établir cette échelle de difficultés. Par ailleurs, donc, effectivement, les Polonais n'obtiendront pas gain de cause, à la différence des Italiens, comme nous le savons, durant la période au XIXe siècle. Alors,
Permettez-moi peut-être de commencer par un symbole qui est double. Imaginez deux frères. L'un s'appelle Vincent et l'autre s'appelle Bonaventura. Bonaventura a 8 ans lorsque l'État polonais s'effondre en 1795. Il aura 29 ans au moment du congrès de Vienne, qui non seulement place tout de même, je le précise ici, c'est important de le préciser aussi, de tout de même accentuer les choses un peu différemment. Le congrès de Vienne n'a pas simplement eu pour effet de placer la Pologne sous la tutelle russe. On peut dire finalement que le congrès de Vienne a été une victoire de la cause polonaise, à tel point d'ailleurs, n'oublions pas que quelqu'un dont je voudrais impérativement vous parler aujourd'hui, le prince Adam Jerzy Czartoryski, qui est peut-être le personnage principal de la période, aux côtés d'Adam Mickiewicz, eh bien, a œuvré aux discussions du congrès de Vienne. Il était hostile à l'hégémonie napoléonienne et plaçait ses espoirs dans une union donc, personnelle de la Pologne avec la Russie. Alors cet espoir va bien sûr être brisé et déjoué, mais néanmoins, je rappelle, et ça c'est très important aussi, en 1897, parce qu'on parle des partages, mais finalement la date la plus importante peut-être c'est 1797, 2 années après le troisième partage, 1797, à Pétersbourg est signée une convention qui, alors c'est un fait extrêmement symbolique, annule définitivement toute référence au terme de Pologne lui-même. C'est-à-dire qu'on a assassiné non seulement l'État à ce moment-là, mais aussi le nom de la Pologne. C'est pour ça qu'on retrouve la Pologne sous une forme tronquée territorialement, mais aussi sous l'appellation de duché, grand-duché de Varsovie, ou royaume du Congrès ensuite. Donc la Pologne, le terme est anéanti. Et le Congrès de Vienne met fin à cela, en rétablissant le royaume du Congrès et permet une certaine autonomie. Alors justement, Bonaventura a 29 ans lorsque cette Pologne-là est recréée. Et donc ensuite, il visite l'Europe occidentale, il fait des études, il adhère au principe des physiocrates britanniques, il revient dans sa propriété et là procède à des réformes, achète du matériel agricole, ensuite devient député au Parlement polonais, le Sejm, et devient le leader de l'opposition au tsar dans un contexte qu'on appelle les gens de Kalisz, puisque Kalisz, c'est ça, justement, c'est la partie occidentale de la Pologne. Et il va participer à l'insurrection, connaître l'échec et rejoindre la France. Son frère, Vincent, n'aura pas la même possibilité puisqu'il va mourir dans le cadre d'un transport pour la Sibérie. Je reviens de Białystok où vient d'être inauguré le musée de la mémoire de la Sibérie. C'est un lieu fondamental pour les Polonais et je voulais justement opposer ces deux directions puisque pour comprendre la Pologne du XIXe siècle, il faut opposer Paris à la Sibérie. Parfois, ce n'est pas exclusif, puisque certains connaîtront les deux destinations. Ce sera le cas d'ailleurs d'un personnage extrêmement important de la littérature polonaise, Stanisław Wokulski, qui deviendra l'homme qu'il est justement en Sibérie, dans son exil, avant de revenir à Varsovie, où il ouvre un magasin d'accessoires de vêtements pour femmes essentiellement, et part pour Paris, où il connaîtra, comme vous le savez, je fais référence au roman de Bolesław Prus, Lalka, paru en 1890, il connaîtra un éveil spirituel.
à Paris justement. Donc il aura connu à la fois la Sibérie, ce sont des voyages formateurs. Et donc le frère de Bonaventura meurt au moment de partir pour la Sibérie. Quant à Bonaventura, après avoir créé le comité provisoire de l'émigration polonaise à Paris en 1831, il est renié par les siens parce qu'il voulait entrer en pourparlers avec Casimir Perier, parce qu'il voulait se rapprocher du gouvernement, parce qu'il manifestait des idées conservatrices, et finira dans un asile d'aliénés à Charenton. Donc il mourra frappé de folie en 1835. Je rappelle l'histoire ainsi des deux frères, donc Vincent et Bonaventura Niemojewscy, premiers dirigeants de cette émigration polonaise qui s'installe en France dans les années 30. La même histoire adviendra à deux autres frères plus tard, c'est-à-dire en 1887, 92 et 1906. Les deux frères en question seront Bronisław Piłsudski et Józef Piłsudski, le premier, donc tous les deux condamnés à l'exil, à la déportation en Sibérie, pour avoir participé à un complot contre le tsar. Et si je fais le rapprochement, c'est parce que Bronisław, après avoir sauvé de l'oubli les Aïnous, peuple à l'origine mystérieuse, frappé de la vindicte, par la vindicte japonaise, et donc il sauve de l'oubli en devenant un grand anthropologue. Il enregistre leurs chants sur des rouleaux de cire et épouse une princesse Aïnou avant de revenir en Europe en 1906. Et là, donc, après un crochet par Zakopane, il se suicide, lui aussi frappé de dépression, atteint par la folie, à Paris en se jetant dans la Seine. Donc on a ici ce parallèle qui condense, si vous voulez, les destins polonais au XIXe siècle, Niemojewscy et Piłsudski, avec ce chassé-croisé Paris-Sibérie. Voilà, donc c'est une première manière d'aborder la question. Autrement, ce qu'il importe de dire, c'est que effectivement la France est une terre d'accueil. Donc la France est une terre d'accueil, ça a été dit en ouverture. Et ici, il faut évoquer la question des dépôts, les fameux dépôts créés par Louis-Philippe, donc la monarchie de Juillet. Ces dépôts sont des endroits où les Polonais sont dirigés. Donc ici, je rappelle simplement qu'on distinguera le dépôt de Châteauroux, où sont envoyés les civils, de celui d'Avignon, où sont envoyés les militaires. Mais dans le département de l'Indre, il y en a d'autres, à Lons-le-Saunier, à Salins, à Bourges, à Lunel, dans le département de l'Hérault, Bourges dans le département du Cher, à Bordeaux également. Et ce sont, on peut dire, des endroits où les autorités polonaises isolent les réfugiés polonais pour les contrôler, les tenir sous bonne garde. Donc effectivement, on leur verse des subsides, ce qui est appelé solde, et c'est une maigre compensation d'une certaine manière, parce que la liberté de mouvement est extrêmement limitée, et la plupart des Polonais, lorsqu'ils le peuvent, évitent de rejoindre ces endroits. On pense à Adam Mickiewicz, ou alors, sur un autre plan, Frédéric Chopin, à la même période. Concernant cette opposition que j'évoquais entre l'opinion publique et les gouvernements, il faut rappeler ici quelques figures. Donc je dirais que du point de vue de la question polonaise, ce sont des figures plutôt tristes, et sur ce fond assez décevant, brille avec d'autant plus de clarté l'étoile d'un homme qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir le général Lafayette. C'est un peu
l'exception qui confirme la règle. Alors, dans un premier temps, évoquons Casimir Perier. Casimir Perier qui est le président du Conseil, et il faut l'opposer, ce Casimir, à un autre Casimir, Casimir de la Vigne, l'auteur, comme vous le savez, de la Varsovienne, où l'on peut entendre ces paroles: pour des vieux frères d'armes, n'aurez-vous que des larmes? Frères, c'était du sang que nous versions pour vous. Alors, à quoi est-il fait référence ici? Il est fait référence à la fraternité des armes napoléoniennes. Les Polonais ont versé leur sang pour la France, mais aussi à l'insurrection de 1830, puisque l'insurrection de 1830 est déterminée par quoi? Les Polonais se soulèvent contre une mesure en particulier qui vise à les enrôler dans les armées du tsar, que l'on va envoyer en Belgique pour mater la révolution, la Belgique qui accède à l'indépendance à ce moment-là. Et de la même manière, cet envoi des soldats russes aurait pu menacer la monarchie de Juillet naissante. Et donc, il y a ici une influence positive du mouvement indépendantiste polonais sur la constitution d'un État français qui adopte le drapeau tricolore. Je rappelle que c'est à ce moment-là qu'il prend le dessus sur le drapeau blanc. Et Casimir Perier doit faire face à une émeute. La nouvelle de la capitulation de Varsovie soulève une intense émotion parmi les étudiants, généreux défenseurs des peuples opprimés, sensibilisés à leur cause par les poètes romantiques, Lamartine et Hugo. Mais l'angoisse étreint aussi d'anciens vétérans de Napoléon qui ont combattu aux côtés de leurs frères d'armes polonais et des militants des sociétés secrètes républicaines, attachés au souvenir de Varsovie la jacobinière. Tous se sentent profondément solitaires de la Pologne meurtrie. Le 16 septembre, 200 à 300 jeunes gens vêtus de capes noires en signe de deuil se rassemblent au Palais Royal, descendent la rue de Richelieu et arpentent le boulevard des Capucines jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Arrivés là, ils crient « Vive la Pologne ! Vengeance, guerre à la Russie, à bas les ministres !» C'est le prélude à 2 journées d'émeutes à Paris les 17 et 18 septembre, en divers endroits de la capitale. Les boulevards, les places de la Bourse et du Châtelet, le Palais Royal. À l'entrée du faubourg Montmartre, des manifestants renversent des voitures et arrachent de jeunes arbres pour construire une barricade. L'un des épisodes de cette journée a révélé le courage et l'autorité du président du Conseil, Casimir Perier, face aux émeutiers. C'est ainsi que c'est commenté d'une manière contemporaine. Le matin, une foule massée devant l'hôtel des Affaires étrangères attend comme la veille le ministre. Une voiture sort avec Casimir Perier et Sébastiani, sur lequel je reviens dans un instant, à son bord. Le cocher a bien du mal à avancer. Courroucé, Casimir Perier lui ordonne l'ordre de s'arrêter. Il descend et d'une voix impérieuse prononce ces paroles. « Que demandez-vous? Les ministres, les voici. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Les libertés, vous les avez prétendues, amis des libertés qui menacent les hommes chargés de l'exécution des lois. » L'effet est surprenant. On balbutie quelques vagues paroles sur la Pologne, puis on s'écarte pour laisser passer la voiture. Par sa voix, sa stature, son regard, Casimir Perier se fait obéir sur le champ. Et ce faisant, il valide la politique pacifiste qui sera celle de Louis-Philippe. Horace Sébastiani, qui vient d'être évoqué, était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, et il est connu indirectement par une caricature qui est cette caricature représentant un cosaque fumant une longue pipe qui patauge dans le sang des victimes, partout des potences, des cadavres et des têtes coupées, que l'on doit à Jean-Jacques Granville. J'ai ici, vous voyez, la distance est trop importante. Sur mon ordinateur également, je peux vous le montrer. Voici. C'est cette caricature que nous connaissons, mais nous y reviendrons. Alors, Jean-Jacques Granville, en qualité de ministre des Affaires étrangères, Sébastiani, toujours le 16 septembre 1931, rencontre devant la chambre de l'invasion de la Pologne, à qui le gouvernement refuse de prêter assistance malgré les demandes adressées par l'opposition. Il déclare qu'au moment où l'on écrit, la tranquillité régnait à Varsovie, une phrase qui va immédiatement être transformée en une autre formule plus cinglante, l'ordre règne à Varsovie, et c'est sous cette forme célèbre qu'elle est restée attachée au nom de Sébastiani.
Alors, cette caricature paraît un an plus tard dans un je profite pour le signaler, une revue, le Charivari, qui est créé par deux frères, c'est le frère et le beau-frère, Charles Philippon et Aubert. Donc Charles Philippon avait lui-même, en 1830, créé une autre revue, la caricature politique, morale, religieuse, littéraire et scénique. C'est le numéro 1 de la revue Le Charivari qui publie ce dessin de Granville l'année suivante. Une mise en pièce de la formule cynique du ministre des Affaires étrangères Sébastiani, en même temps qu'une dénonciation des violences de la police envers les manifestants qui sont alors mobilisés pour la Pologne devant le palais royal. Alors, de la même manière, comme le souligne Jerzy Borejsza, les représentants de l'opposition, s'ils sympathisent avec la Pologne, au moment où ils arrivent au pouvoir, c'est le cas d'Alphonse de Lamartine, eh bien, prennent toutes les mesures nécessaires pour bâillonner les éventuelles tentatives qui viseraient à apporter de l'aide aux réfugiés polonais. Ceci a fait l'objet d'un excellent article de Frédéric Tabaki-Iona qui rapproche les chants de liberté et de solidarité pour la Grèce et ceux dédiés à la Pologne. Il est important de signaler ici cette convergence entre le philhellénisme des poètes et des chansonniers qui sert d'exemple lumineux au mouvement polonophile qui lui succède. Et donc, voici quelques exemples de ce lyrisme populaire, très souvent anonyme, que l'on chante ou que l'on placarde sur les murs. L'heure a sonné, polonais plus d'entrave, la liberté fait trembler le tyran. Sachons mourir plutôt que d'être esclaves, mais soutenons l'honneur de l'aigle blanc. Donc, des vers anonymes qui personnifient une Pologne qui tend vers nous ses bras sanglants pour implorer le secours du peuple français. Dans la Pologne, plus d'esclaves, des peuples, c'est la volonté, guerre aux tyrans, victoire aux braves, vive à jamais la liberté. Et encore ceci, une affiche non signée couvre les murs de Paris et proclame en mars 1848, donc au moment de l'effondrement de la monarchie de Juillet et l'avènement de la République, n'oubliez pas la Pologne. Ce n'est pas simplement une nationalité, c'est un principe. Et c'est important ici de noter cette réflexion sur justement le véritable enjeu qui se dessine derrière, si vous voulez, la question polonaise. Il ne s'agit pas, comme je le disais, simplement d'une lutte pour le recouvrement d'une souveraineté politique, quelque importante qu'elle soit. Il s'agit d'un combat pour des valeurs et le principe de la liberté lui-même. C'est le principe de la fraternité, celui de l'indépendance des nations que vous venez de proclamer et que vous avez à défendre. Et je sais que le temps passe et que malheureusement je n'ai pas la possibilité de développer, mais il y a une profonde proximité entre cette affiche et l'essai sur la diplomatie, qui est un texte majeur sur les relations internationales, non seulement sur leur mécanisme, mais sur la philosophie qui devrait présider à leur organisation, que l'on doit à Adam Jerzy Czartoryski, donc le chef de file de l'aile libérale conservatrice des émigrés polonais installés à Paris, à qui l'on doit l'endroit où nous nous trouvons, d'une certaine manière. Donc c'est assez particulier d'intervenir dans ces conditions, puisque je parle dans un endroit qui, d'une certaine manière, fait partie de mon sujet, bien évidemment. Et cette défense du droit naturel est l'une des pierres la clé de voûte de la pensée de Czartoryski. Je profite de cette digression pour évoquer ce principe. D'une certaine manière, Czartoryski entre en polémique avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disait que c'est le pacte social qui permet de créer la justice. Czartoryski inverse la relation en disant non, c'est précisément la justice qui fonde le pacte social et la société. Or,
pourquoi les hommes s'unissent-ils en société? Ils s'unissent en société pour défendre leurs droits naturels. Et cette union en société est nécessaire pour sortir de l'état de nature. Donc il y a ici une distinction très forte entre le droit naturel qui est revendiqué et l'état de nature dont il faut précisément sortir. Et par ailleurs, Czartoryski rejoint Kant pour dire que l'homme est fait d'un bois suffisamment noueux pour qu'il soit difficile de tailler en lui des poutres droites. Ça veut dire qu'il ne croit pas, à la différence de Rousseau, en une bonté originelle de l'homme, et cela indique la nécessité de l'établissement de la diplomatie. C'est précisément pour ça, la diplomatie et la politique sont là pour corriger cette incapacité qu'a l'homme de s'orienter pour le bien, spontanément, quelle que soit la situation. Et donc, c'est une manière de remettre en cause l'omnipuissance de la raison. Et de cette manière, Czartoryski réalise une synthèse entre l'esprit des Lumières, auquel il est fortement attaché, et une forme d'universalisme chrétien qu'il réintroduit dans ses rapports. Et donc cet essai sur la diplomatie, Marek Kornat, qui rédige la postface, qui est un véritable essai à la fois historique et philosophique sur les fondements de cette pensée czartoryskienne, eh bien, c'est un essai qui, en raison des circonstances historiques, n'a pas été suffisamment, d'une manière suffisamment ample, reçu à l'époque de sa parution. À vrai dire, la parution a été, à de nombreuses reprises, repoussée, et les nuages situés au-dessus de la Pologne ont pesé sur la parution de cet ouvrage. Alors, de la même manière, je reviens au fil de la politique française, Charles Floquet, à qui l'on doit cette exclamation « Vive la Pologne, monsieur !» au moment de la visite du tsar Alexandre III en 1867, Alexandre II 1867, eh bien, dès qu'il accédera au pouvoir, là aussi fera tout pour que la partie russe oublie son implication dans la défense de la Pologne. Alors, 1830, 1848 et 1870, la fin du Second Empire, la défaite de Sedan et l'alliance franco-russe. Avec, entre les deux, l'épisode de la Commune, à laquelle les Polonais ont abondamment participé, comme vous le savez, surtout sur le plan militaire. Donc Walery Wróblewski, Jarosław Dąbrowski ont été des chefs militaires de la Commune. On estime que 700 Polonais, donc les chiffres 700 Polonais auraient participé à la révolte des communards, qui sera réprimée d'une manière brutale, extrêmement brutale, par les Versaillais Adolphe Thiers. Et à l'époque, donc, on estime que finalement, la Commune a été le produit de ces Polonais, de ces Italiens, de ces Valaques, interlopes, qui sèment le trouble dans l'Europe d'alors. Voilà. Donc combien de temps me reste-t-il? Conclusion. Voilà. Bien. Effectivement. Alors. Peut-être ainsi. La question polonaise concerne le lien entre la réalité et l'idéal, entre l'ordre naturel et l'organisation artificielle des relations entre les hommes, imposées en particulier par les systèmes politiques et les relations internationales, ici en l'occurrence à l'échelle de l'Europe. Elle est indissociable de la cause sacrée de la liberté, de la non-soumission à l'oppression, à un pouvoir politique étranger qui impose sa toute-puissance et qui fait régner la peur. Donc qui fait reposer les relations internationales sur la peur.
Le partage de la Pologne, que vous avez pu voir sur la carte projetée tout à l'heure, a été un crime sans précédent. C'est la thèse d'un autre exilé, Joseph Conrad, qui a écrit un mémorandum sur la question, The Crime of Partitions. Chez Czartoryski, on comprend que les droits de l'homme sont en relation stricte avec le droit des peuples, et inversement. L'un ne va pas sans l'autre. L'actualité de cette question, j'ai parlé du XIXe siècle, mais bien évidemment, la question continue de se poser. On pourrait dire aujourd'hui la Pologne est libre et souveraine, elle a rejoint l'Union européenne, l'OTAN, etc. Mais la Pologne dont nous parlons ici n'est pas la Pologne territoriale que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, elle englobait aussi le Bélarus et l'Ukraine occidentale, ainsi que les pays baltes. Donc aujourd'hui, la crise ukrainienne et ce qui se passe au Bélarus, ainsi que l'enclave de Kaliningrad, ne l'oublions pas, sont la preuve matérielle que la Pologne n'a pas recouvré totalement son indépendance. Ça, c'est une conclusion possible. La Pologne, dont nous parlons ici, n'est pas simplement un État national. Ça a été une respublika. Donc j'aurais voulu rappeler ici certains fondamentaux, c'est-à-dire le régime politique dont on a dit beaucoup de mal, notamment Voltaire, qui était au service de Catherine II. Alors il aurait pu ce régime évoluer autrement, sans doute. Donc le débat continue d'être mené, mais indéniablement, on ne peut pas rejeter la faute sur le liberum veto uniquement parce que le liberum veto existait dès les origines. Simplement, il n'était pas appliqué. Donc sans l'invasion suédoise, sans la révolte de Chmielnicki, peut-être que les choses auraient évolué différemment. En tout cas, cette possibilité existait bel et bien. Le régime polonais était un régime pionnier, puisque le roi était élu, puisqu'il y avait d'importantes libertés, d'importants privilèges. Donc c'était surtout un État fondé sur le principe de la liberté. Et donc on ne parle pas simplement d'une question nationale, mais aussi de ce combat entre l'autocratie, la tyrannie, le despotisme d'un côté, et effectivement les aspirations républicaines et sociales, qui divisent d'ailleurs l'émigration polonaise, cette question sociale. Donc c'est comme cela que les différents groupements se différencient les uns des autres, en fonction de cette attitude à adopter vis-à-vis du régime à venir. Et la position de Czartoryski est celle, il faut survivre. Et celle-ci, il faut survivre d'abord, on discutera du régime ensuite. Et les Polonais sont-ils en retard ou en avance? Pierre Renouvin disait que le XIXe siècle a été le siècle de l'apogée de l'Europe. Effectivement, analysée sous cet angle, à cette aune, la question polonaise semble périphérique et contradictoire, puisque justement le XIXe siècle est le siècle de la faillite pour la Pologne, mais une faillite surmontée. Les Polonais n'ont pas simplement lutté pour le recouvrement de leur souveraineté nationale, la recréation de la Pologne. La cause de la liberté, en tant que lutte contre l'oppression, a été animée par une vertu critique. Et de ce point de vue, on peut les considérer comme des pionniers. Et je renvoie une nouvelle fois à l'essai sur la diplomatie d'Adam Jerzy Czartoryski. Et je rappelle ces propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, qui disait ceci: les États-Unis, durant l'essentiel de leur existence, n'ont pas eu de Pologne face à eux, puisque la Pologne n'a pas existé en tant qu'État. Et donc, au XIXe siècle, il n'y a pas eu de politique étrangère de la Pologne. La Pologne n'ayant pas d'État, les Polonais se retrouvant dans la situation de cette nation sans État. Ce
ce sont des propos étonnants, puisque précisément ils conduisent à nier le rôle de ce diplomate sans lettre de créance, ainsi que l'a appelé Hans Henning. Hahn, un universitaire allemand, à propos de Adam Jerzy Czartoryski, et qui a indiqué l'importance de cette propagande, surtout cette action visant à publier des documents diplomatiques de manière à décrédibiliser la Russie, document qui avait été subtilisé au moment de l'insurrection de 1830. Et donc, de ce point de vue, la question polonaise apparaît comme s'inscrivant sur le long terme, et ce sera ma conclusion, nous revenons au dilemme français par rapport à la Pologne. Faut-il être du côté de l'opinion publique ou faut-il se rallier aux arguments raisonnables des hommes ayant dirigé la France, dont j'ai cité quelques propos. C'est Adam Mickiewicz qui répond, qui en tout cas permet de fixer les termes du débat dans son poème qui marque le début du courant du romantisme en Pologne, Romantyczność. Il y a ici un conflit entre un vieillard et une jeune fille. La jeune fille a perdu son fiancé et elle semble le revoir, ce fiancé, sur la place du marché. Elle souffre et elle tend les bras vers lui. La foule qui se déplace pour assister à ces gémissements prend le parti de la jeune fille, de même que le poète, même s'il le fait d'une manière très modeste. En revanche, un vieillard s'extrait de la foule qui lui dit ceci. « Écoute, jeune fille, crie dans la foule un vieillard et au peuple houleux. Croyez-en mes yeux et mes vers, vous tous. Je ne vois rien ici en ces lieux. » Alors, les yeux, c'est l'œil, et le ver, c'est le ver qui, ici, est un symbole de la science, la loupe, la technologie. Donc, le fiancé n'existe pas, il est une hallucination. Les esprits sont cancans d'auberges malsaines, nés dans la forge de l'idiotie, continue le vieillard. La jeune fille sort des calembres d'aine et la populace l'applaudit. L'opinion publique. Cette jeune fille sent, dis-je fort humblement, c'est le poète qui parle, en tout cas le jeu poétique, le jeu lyrique, et le peuple croit en profondeur. Sentiment et foi sont pour moi bien plus éloquents que l'œil et le vers du penseur. Toutes les vérités que tu connais sont mortes, et le peuple les ignore. Tu vois un monde dans le moindre petit grain, dans les stellaires lueurs. De vérité vivante, tu ne connais point, pour toi tout miracle est vain. Aie donc un cœur, et regarde dans ton cœur. Donc, les dirigeants français se sont retrouvés devant ce choix. Et ils ont présenté la solution comme commandée par les principes de la raison. C'était plus raisonnable de laisser les Polonais à leur sort, tout simplement parce qu'en échange, on pouvait conclure des accords économiques et militaires favorables. N'oublions pas le contexte de la guerre franco-prussienne. L'opinion publique française et les partisans de la liberté, eux, ont décidé de privilégier le cœur. Ce que nous dit le poète, c'est qu'entre la raison et le cœur, et c'est le message délivré par le romantisme polonais, qui n'est pas négateur de l'esprit des Lumières, il n'y a pas d'opposition, mais une relation d'interdépendance, et que si l'on opte pour cette attitude activiste, visant à unir l'un et l'autre, ne pas reléguer le cœur dans le néant, eh bien, peut-être est-il possible d'édifier une société, des relations internationales fondées sur la justice, celle qu'appelait de ses voeux précisément Adam Jerzy Czartoryski. Voilà, ce sera tout. Merci.